Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de faire cette vidéo et comme à chaque fois je suis hyper gênée de reparler devant une caméra parce que là je crois que ça fait 3 4 mois que j'ai rien publié. Mais j'ai fait des lectures trop chouettes et j'avais grave envie de vous en parler. Je vais essayer d'aller un peu vite. Je crois que j'ai 5 ou 6 livres un peu thématisés. On va commencer. C'est pas forcément des lectures que je recommande particulièrement pour l'été, à savoir que je fais pas trop de distinction entre ce que je lis le reste de l'année et l'été. Même au contraire, l'été, j'ai l'impression que je m'attaque à des pièces un peu plus grosses. Mais c'est des livres vraiment qui m'ont tenu en haleine, que j'avais pas envie de lâcher et qui était plein de lumière. Donc je pense qu'on a toujours envie de lumière, quelle que soit la période. Je vais commencer sans plus attendre. Le premier livre dont je voulais parler, c'est Le rouge vif de la rhubarbe de Audur Ava Ólafsdóttir. C'est une autrice islandaise et cette fois on est dans les années 70 en Islande et on suit le quotidien d'une jeune fille qui s'appelle Augustina, qui est une fillette qui a un handicap, donc elle a du mal à marcher, elle a des béquilles. Et son rêve, c'est de gravir un jour la montagne de chez elle. Elle vit dans un petit village en haut d'une maison qui surplombe tout le village. Elle vit avec une espèce de nourrice et au premier, au rez-de-chaussée de sa maison avec quelqu'un qui fait des réparations et sa mère à elle vit loin d'elle puisque c'est une biologiste ou une naturaliste qui fait des expéditions et donc elle lui écrit des lettres à distance et c'est le récit très poétique de la routine de vie de Augustina, de ses amis et surtout de cette femme avec qui elle vit, Nina, et de cet atelier de réparation où il se passe des choses. En fait, ce que j'ai adoré, c'est que on était vraiment plongé dans ce village avec des images très précises et des émotions de cette jeune fille. Et notamment, c'est une langue hyper joyeuse, hyper lumineuse. Et alors, le titre, on le doit. Donc, déjà, le titre est magnifique, Le rouge vif de la rhubarbe. Parce qu'en fait, cette jeune fille va dans un champ de rhubarbe dans son village pour se reposer, regarder les nuages et pour rêver. Parce que la rhubarbe, c'est un des fruits qui est cultivé en masse là-bas en Islande et dont ils font des bocaux, des confitures, etc. Et il y a cette image qui est très belle de ce jeune personnage qui rêve dans ce champ rouge et tout. Et c'est un peu, je pense, à l'image de ce roman qui est vraiment un roman d'ambiance, mais en même temps de couleurs. Enfin, je sais pas comment le décrire, mais juste c'était magnifique. Je l'ai lu, je l'avais emprunté à la bibliothèque de mon taf et je l'ai carrément acheté pour l'avoir, pour le prêter. Voilà, la personne, il y a un article, pardon, une critique littéraire de Madame Figaro qui fait office de quatrième de couverture et ils disent un roman qui enchante le quotidien, donne des ailes et laisse un joyeux goût de bonheur partagé. C'est exactement ça. Je trouve qu'on a tendance à déplorer cette espèce de littérature feel good sous prétexte qu'elle serait mal écrite. Pour beaucoup de... Il y a bien beaucoup il y a il y a plein de fois où je suis d'accord avec cette critique, etc. Même si finalement on tape un peu sur le goût populaire, c'est plus souvent ça le problème, je trouve. Et là, je trouve que c'est vraiment le terme pour décrire ce roman. C'est un roman feel good, mais pour autant qui est dans une langue magnifique, quasi magique et dont on ressort juste heureux. Et en fait, c'est aussi ça un des grands pouvoirs de la littérature. Donc, je conseille ce petit roman que j'ai adoré. Là, on va passer à quelque chose qui est beaucoup moins joyeux et gai, même si je trouve qu'il y a de la lumière quand même. C'est Manque de Sarah Kane. Alors, c'est une nouvelle traduction, il me semble. C'est pour ça que l'édition est rose, mais normalement, les œuvres de Sarah Kane, elles sont toutes publiées chez l'Arche et elles sont blanches, mais là, je trouve ça très beau, ce rose. Et je l'ai acheté parce que c'était la seule œuvre de Sarah Kane que j'avais perdue. Je les ai achetées depuis, je crois, 15 ans. Et je l'avais perdue et j'étais trop triste. Et en fait, en le relisant, je me suis rappelé pourquoi et comment Sarah Kane avait été importante dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma vie de lectrice et d'autrice. Alors, les gens qui me connaissent savent que je suis une fan inconditionnelle de Sarah Kane, mais pour ceux qui la connaissent pas, c'est toujours intéressant d'apprendre sur des nouvelles voies. Sarah Kane, c'est une dramaturge britannique qui est née dans les années 70 et qui est morte très tôt. Elle avait 28 ans, elle s'est suicidée pardon, en 1999. Beaucoup de gens expliquent son œuvre par sa vie personnelle. C'est quelque chose dont on peut débattre.
Quoi qu'il en soit, Sarah Kane, elle a révolutionné le théâtre britannique, mais elle s'est inscrite dans une mouvance qu'on appelle le In Your Face Theater, en gros un théâtre cru où on veut choquer les gens pour dénoncer des choses. Elle a d'abord créé sa première pièce, c'était Anéanti, qui parlait en creux de la guerre de Bosnie avec un personnage de soldat et une jeune fille dont il abuse, très cru, très dur. Et ensuite, elle a écrit 4 autres pièces, dont la plus connue, qui est sûrement sans doute 448 Psychose, qui est sa dernière pièce, qui est une sorte de monologue théâtral dans lequel un personnage en souffrance, qui est dans un état psychotique, parle à la fois au personnage hospitalier parce qu'on sent qu'il est interné, qui parle autant à Dieu qu'à lui-même et qui décide de se suicider à 4h48 du matin, d'où le titre. Pièce très belle, moi qui m'a beaucoup... je pense qu'il a touché aussi peut-être quelque chose quand j'étais ado et que les choses étaient difficiles. Je me suis beaucoup identifiée à son discours. Et Manque, c'est, je pense, une de ses pièces les plus lumineuses, du moins peut-être les plus faciles à approcher, parce que pour vous expliquer, c'est une sorte de quatuor. Il y a 4 voix qui parlent les unes sur les autres, avec les autres. On ne sait pas s'il faut les lire indépendamment les unes des autres ou si elles se répondent. C'est A, B, C et M qui parlent. Du coup, si vous ouvrez, voilà, vous voyez comme ça que c'est des personnages qui parlent et qui chacun ont une quête, qui chacun parle de choses. Par exemple, les premiers mots, c'est C, tu es morte pour moi. B, mon testament dit, si tu meurs, je te hanterai jusqu'à la fin de ta putain de vie. C, il me suit. A, qu'est-ce que tu veux? B, mourir. C, à l'extérieur de la ville, j'ai dit à ma mère, tu es morte pour moi. B, non, c'est pas ça. C, si je pouvais être libre de toi sans avoir à te perdre. A, parfois ce n'est pas possible. Donc on a l'impression que les paroles, les gens se répondent et à la fois il y a des moments où ils se répondent plus du tout. Ça parle de la violence des relations sociales. C'est beaucoup de personnages qui parlent de ce qu'ils ont perdu ou de personnes qu'ils ont perdues, que ce soit des amours, des personnes de leur famille. Et il y a une espèce de cri d'amour ou de besoin d'amour qui est intense dans ce livre. Enfin, c'est magnifique. Il y a notamment un des monologues qui est le plus connu dans Manque, qui est un monologue de A qui parle, qui est vraiment un cri d'amour pour un autre personnage, pour quelqu'un qu'elle aime. Et c'est magnifique. Les premiers mots, ce sont et je veux jouer à cache-cache et te donner mes habits et te dire que j'aime tes chaussures et m'asseoir sur les marches pendant que tu prends un bain et te masser le cou et t'embrasser les pieds et te tenir la main et sortir manger et te laisser piquer dans mon assiette et te retrouver à Rudy's et te raconter ma journée et taper tes lettres et porter tes cartons et rire quand tu es parano et te passer des cassettes que tu n'écoutes pas et regarder des films géniaux et regarder des films à chier et râler contre la radio et prendre des photos de toi quand tu dors et me laver pour aller te chercher du café et des bagels et des viennoiseries et aller chez Florent boire un café à minuit et faire en sorte que tu me piques mes cigarettes sans jamais trouver d'allumettes et te raconter l'émission que j'ai vue la nuit dernière à la télé et t'amener chez l'ophtalmo et ne pas rire à tes blagues et avoir envie de toi le matin mais te laisser dormir un peu et embrasser ton dos et caresser ta peau et te dire comme j'aime tes cheveux, tes yeux, tes lèvres, ton cou, tes seins, ton cul, ta... Et ça continue comme ça sur 3 pages. Je trouve que c'est un des plus beaux passages d'amour. Et c'est en fait, c'est un recueil, c'est une pièce, pardon, qui m'a complètement bouleversée quand je l'ai lu. J'ai lu beaucoup plus de choses que j'avais lues quand j'avais 15 ans. Et j'ai vu, voilà, ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure, des personnages qui ont besoin d'amour et qui crient tous de la façon différente, mais c'est le même besoin qui s'exprime. Et la fin est notamment très belle, très lumineuse. Et à ce sens-là, pour moi, c'est vraiment l'œuvre de Sarah Kane qui est la plus lumineuse et qui est peut-être aussi la plus généreuse. Voilà, je pense que ça peut toujours faire une super lecture pour commencer son œuvre parce que c'est la plus facile, peut-être la moins difficile. J'aime beaucoup aussi L'amour de Phèdre, qui est une réécriture de Phèdre. Mais celle-là, voilà, je la conseille à tout le monde. C'est un très bel objet en plus. Je trouve la traduction superbe pour l'avoir lu aussi en anglais. Et il y a des instants de pure. Il y a aussi des instants de pure poésie. J'en avais noté d'autres, notamment que j'avais mis sur Instagram. Je ne rêve plus désormais, je n'ai pas de rêve, la lumière revient, j'ai traversé une rivière, mais le temps s'en va, je ne peux pas dire non, être libre de la mémoire, libre du désir, faire profil bas, ne rien provoquer, ne rien dire, invisible. Quand même les rêves ne sont plus secrets, mieux vaut oublier. Des actes gratuits, de joie insignifiante, tu as fait l'amour près de la rivière, oublie.
C'est trop beau. Et il y a des passages où les 4 personnages parlent ensemble et la nouvelle traduction est inclusive, c'est Toast. Et il y a aussi l'usage du point médian et de l'écriture inclusive dans la nouvelle traduction et ça c'est nouveau. Bref, je pourrais parler des heures de Sarah Kane. Troisième bouquin, et on avance bien parce qu'après ça va être plus court. C'est évidemment, si vous êtes sur Instagram et que vous suivez un peu des hit girls ou des influenceuses, vous l'avez sûrement vu, c'est Famesick de Lena Dunham, qui est édité chez une... je ne sais pas, je ne connaissais pas cette édition américaine. Je ne sais pas, la quatrième, Force, I don't know. Je pense que beaucoup de monde ici connaît Lena Dunham, mais si personne ne la connaît, je fais un petit résumé. Du coup, Lena Dunham, c'est la créatrice de la série Girls sur HBO, qui joue dedans, qui est aussi notamment une des scénatrices de Girls. Donc cette série qui a été produite en 2012 et qui a commencé en 2012 pour 6 saisons, qui est une de mes séries préférées à titre personnel, qui est une réécriture un peu de Sex and the City, qui se passe à New York, mais les personnages sont dans la vingtaine et sont plus fucked up, c'est plus trash que Sex and the City, c'est plus indé, c'est plus arty, on va dire. Et ça incarne aussi toute une époque 2010, du féminisme, du wokisme, etc. Et dans cette série géniale, Lena Dunham est une autrice, enfin du moins au début de la série, non mais jusqu'à la fin aussi, et une des premières scènes, on la voit dire que elle est la voix de la génération avant de se reprendre d'une génération, et ça c'est un truc un peu qui a été beaucoup repris sur elle, sur le fait qu'elle incarnait malgré elle aussi, qu'elle incarnait pardon cette génération-là à travers Girls. Du coup, j'avais trop hâte de lire Femsick parce que j'avais déjà lu le premier livre de Lena Dunham qui est Not That Kind of Girl, que j'avais lu en français, que j'avais beaucoup aimé. Et en même temps, je savais qu'en m'attaquant à Femsick, qui est donc un essai de la non-fiction, je savais aussi que j'allais être poussée dans mes retranchements parce que aujourd'hui, si on résume, c'est pas très cool d'aimer Lena Dunham parce qu'elle a plein de polémiques au cul et qu'elle représente aussi pour plein de monde plein de problématiques. Déjà parce que son caractère dans la fiction, donc dans Girls, peut être perçu comme insupportable, égoïste, égocentrique, etc. Et en plus, elle a eu d'autres polémiques plus récentes, notamment en gros en 2017, pendant le mouvement MeToo, il y a une actrice, Aurora Perrineau, qui a porté plainte contre Murray Miller, qui est en fait pour violence sexiste et sexuelle, pour violence sexuelle, je crois que c'est agression de viol, et il s'avère que cet homme, Murray Miller, c'est un producteur de la série Girls, et en fait, Lena Dunham a complètement pété un câble et a dit à un média américain qu'elle pensait pas que ce soit vrai, qu'elle pensait qu'en gros, la victime, Aurora Perrineau, mentait. Donc évidemment, il y a eu un énorme backlash autour de Lena Dunham, tout le monde l'a détestée. Il y a eu aussi d'autres problématiques parce que dans son premier livre du coup que j'avais lu, Not That Kind of Girl, elle raconte qu'elle a donné des bonbons à sa petite sœur en échange d'un bisou sur la bouche et qu'elle a tenté de voir son vagin, c'est un peu bizarrement décrit, et du coup il y a eu toute l'alt-right américaine qui s'est un peu insurgée en disant que c'était une agresseuse pédocriminelle, chose à laquelle elle a répondu que l'écriture avait été complètement sortie du contexte et que c'était pas les mots qu'elle aurait dû employer, donc elle s'est excusée, etc. Donc il y a eu ces polémiques-là, il y en a plein d'autres, je vais pas résumer l'histoire de Lena Dunham, et globalement il y a aussi beaucoup de grossophobie parce qu'elle a beaucoup grossi ces derniers temps, elle s'est un peu retirée de la sphère médiatique, même si elle a sorti il y a pas longtemps Too Much, qui est une série sur Netflix que j'ai beaucoup aimée pour ma part, et ma sœur aussi, que je conseille, et qu'elle a scénarisé et produit, il me semble. Mais à part ça, voilà, je me disais pas, j'avais très envie de le lire, mais un désir, vous voyez, un peu voyeur aussi d'en lire un peu plus sur ce personnage controversé. Et d'abord, la première chose que je peux dire, c'est que Lena Dunham écrit merveilleusement bien, qu'elle a l'art du storytelling, voilà, c'est un livre, j'ai tellement aimé, il fait 390 pages, je m'empêchais de le lire tellement c'était génialissime, je voulais pas le finir, mais j'aurais pu le finir en 2 jours,
parce que il y a des cliffhangers, qu'elle a une écriture hyper honnête, très avec beaucoup d'humour et qu'elle a une espèce de clairvoyance sur elle-même, elle s'auto-critique en permanence et en même temps elle est assez lucide sur, euh, sur elle-même. Donc déjà en termes stylistiques, j'ai trouvé ça génial. Très facile à lire en anglais. Si vous ne lisez pas de l'anglais, allez-y parce que c'est justement très facile de commencer la lecture en anglais par de la non-fiction contemporaine parce qu'on connaît à peu près de quoi elle parle. Donc c'est plus facile de comprendre le vocabulaire, etc. Donc déjà stylistiquement, j'ai adoré. Ensuite, pour expliquer, c'est un récit intime de ces dernières années et de comment la célébrité l'a rendu malade, d'où le titre Fame Sick. Et effectivement, on passe par les stades de sa vie, c'est de façon chronologique, et on commence le livre avant que Girls ne sorte sur HBO et qu'elle ne connaisse un énorme succès. Et il s'avère pour les fans comme moi de Girls que c'est juste passionnant parce qu'on a accès à des coulisses de Girls. Alors effectivement, quand on est fan, on peut aller glaner dans des interviews, il y a eu des docus, etc. sur Girls, on peut le savoir, mais là, elle donne sa version des faits, notamment sa relation avec Adam Driver qui a l'air complètement mais chaotique. Elle raconte qu'il jetait des chaises, qu'il lui a jeté des chaises dessus, qu'ils ont eu un mini flirt, mais qu'en fait ils n'ont pas concrétisé leur histoire parce qu'elle voulait pas avoir une relation avec un de ses acteurs, sachant qu'elle joue elle-même dans la série Girls. Elle parlait de ses conditions de travail avec HBO, comment ils l'ont aussi pressurisée, comment ça a été épuisant pour elle. Elle tape aussi pas mal sur sa productrice Jenny Connor, qui était un peu sa meilleure amie dans le travail pendant des années. Donc en fait, quand on s'intéresse à cet univers-là, des scénaristes d'Hollywood et de ce monde-là américain, je pense qu'on adore parce qu'on a plein de détails croustillants. Donc il y avait une part de moi un peu voyeuriste qui a beaucoup aimé. Après, il y a d'autres parts de sa vie privée qui sont super exploitées, notamment sa relation avec Jack Antonoff ou son amitié avec Jimmy McKirke. Qui est aussi une actrice de Girls et qui m'a beaucoup touchée. Notamment, il y a un passage que j'avais recopié qui m'a beaucoup touchée. Donc, elle raconte que y a un personnage dans la série Girls qui est en fait une des meilleures amies de Lena dans la vraie vie, d'enfance. Et elle raconte une scène où son père les voit jouer sur le plateau avec des milliers de caméras et beaucoup d'argent en jeu. Et il lui dit, il y avait tout cet argent, mais vous étiez là, toutes les deux, à faire ce que vous faisiez depuis que vous étiez petite, faire semblant. Et ça m'a beaucoup touchée. Enfin, j'ai trouvé ça beau d'imaginer son père qui la regarde faire ce qu'elle voulait faire depuis toujours avec son ami d'enfance. Ça m'a beaucoup touchée. Et après, en dehors de moi, cet aspect-là pour la vie privée, etc., j'ai trouvé surtout que c'était une réflexion hyper intéressante sur le validisme et la maladie parce que du coup, Lena Dunham devient malade. Elle a, dès le début de sa carrière où elle écrit Girls, elle a de l'endométriose et ensuite elle a des kystes ovariens, elle a des TOC, elle a un stress post-traumatique et à la fin, elle va carrément avoir une maladie incurable et aussi se faire retirer l'utérus. Et tout ça, ça fait aussi en sorte que la vie de Lena Dunham, au-delà de ce qu'on croit voir d'elle sur les tapis rouges et dans ses œuvres, c'est surtout une vie de malade, à savoir alité, avec une addiction aussi aux anxiolytiques, au benzo parce qu'en fait elle passe son temps à être shootée pour pouvoir endurer sa maladie. Et du coup ça j'ai trouvé ça très intéressant de voir aussi comment elle était traitée par des personnes valides autour d'elle, quel était leur regard à eux sur sa maladie à elle. Voilà, donc moi ça m'a purement mais follement intéressée. J'ai appris énormément de choses. Évidemment j'ai développé de l'empathie encore plus pour cette femme parce que elle a beau avoir dit des choses problématiques, etc., etc. En fait, c'est quand même un ouvrage qui te laisse pas de marbre, où à la fin, tu te dis, bon, elle se trouve un peu des excuses là où elle peut, mais je l'ai pas lu dans un sens moral, à savoir si elle avait raison ou pas de tout ce qu'elle avait fait. Ça a juste accentué mon empathie envers elle, tout simplement. Et notamment, je trouve que l'empathie, c'est une bonne façon de voir ce livre, parce que dans la fameuse polémique qu'il y a eu où elle a décrété que cette actrice victime de ce producteur, quand elle a dit c'est sûr qu'elle n'est pas victime et qu'elle ment, ce qui est totalement affreux, elle s'en est voulu et elle écrit notamment dans Fame Sick que en fait elle était dans un moment donné où elle allait très mal et elle écrit l'empathie, la qualité la plus importante dans une autrice, une femme, une amie, euh, m'avait quitté.
En gros, sa maladie, son mal-être lui avait fait quitter des bouts d'elle qui étaient pourtant très importants. Et j'ai trouvé ça assez intéressant de le lire comme ça. Et voilà, ça a décuplé mon empathie pour elle et ça m'a donné encore plus envie de, de lire de la non-fiction. Voilà, ça a été un peu dur après, quand j'ai fini Famesick, j'avais envie de rien lire parce que j'avais été un peu happée. Donc voilà, je vous le conseille vraiment si vous aimez Lena Dunham ou que vous ne l'aimez pas d'ailleurs, que vous voulez juste lire de la non-fiction, en apprendre plus sur le monde de la création de séries, mais surtout lire un vrai témoignage, le témoignage d'une femme qui est malade, qui souffre et qui raconte sa réalité avec beaucoup d'honnêteté. C'est assez rare. Voilà, donc ça a été pour ma part une grande claque. Voilà, encore une fois, très facile à lire en anglais. Et on arrive presque au dernier livre, qui est Lundi c'est loin de Oisin McKenna, qui est un auteur irlandais. C'est un livre qui a eu un grand succès dans le monde anglo-saxon, notamment au Royaume-Uni, évidemment aux États-Unis. Il a eu pas mal de prix, si je m'abuse. C'est assez agréable, je dirais que c'est dans la même veine que Sally Rooney. Rooney, je sais jamais comment ça se prononce. C'est la même maison d'édition, en plus c'est les éditions de l'Olivier. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Et c'est une sorte de déambulation dans une Londres suffocante en pleine canicule. On va suivre des personnages trentenaires, notamment un couple, Maggie et Ed, qui vont bientôt se marier, avoir un bébé. Et on les suit, eux et leur bande de copains dans la trentaine, qui en fait vont devoir faire des choix durant cet été caniculaire à Londres. C'est assez rigolo le dispositif parce que cet été-là, il y a une baleine qui est coincée dans la Tamise. Donc en fait, l'espèce de sort de cette baleine va un peu rythmer ce récit, cet été-là suffocant. C'est assez intéressant. Dommage que ça soit pas plus exploité, parce que moi j'aurais adoré que ça soit plus exploité, mais c'est quand même chouette, ça sort du cadre. Et c'est assez... Ça parle beaucoup d'amour, d'orientation sexuelle, de désir, d'addiction beaucoup et de choix de vie. Et ce sont des personnages qui se connaissent, soit de famille, soit parce qu'ils sont amis depuis petits, qui ont quitté des petits patelins pour aller à Londres et qui vont en fait devoir faire tous un peu des choix de vie cet été-là. C'était très agréable à lire. Ce qui a beaucoup été dit de ce livre, c'est que c'est vraiment écrit comme une série et c'est assez vrai, c'est assez addictif, c'est très très imagé, les dialogues sont très précis, très bien écrits, on voit les personnages, on rigole. Voilà, c'est pas l'énorme claque de mon année, mais ça m'a fait beaucoup de bien de le lire, c'était très léger. Et voilà, j'ai passé un très bon moment, donc je conseille ce livre. Et pour finir, j'ai lu, je m'en suis rendu compte, trois livres qui parlent un peu de la même chose, qui parlent un peu des couples hétérosexuels. J'ai lu Bien-être de Nathan Hill, j'ai lu Les Perfections de Vincenzo Latronico et Anthropologie de Aysegul Savas. Alors autant dire que j'ai pas trop aimé les deux livres, les trois livres, sauf Anthropologie, que je vous garde pour la fin, qui est un énorme coup de cœur. Mais pour vous la faire vite, Nathan Hill, Bien-être, j'en avais beaucoup entendu parler, puisque c'est le Grand Prix de littérature américaine 2024. Nathan Hill, c'est un auteur américain assez connu, assez réputé. Et ce livre, c'est la promesse d'une espèce de fresque d'un couple depuis sa rencontre je crois, jusqu'à ce qu'ils aient 60 ans. Et la promesse, c'est de décortiquer l'histoire d'un couple et l'état de la middle class américaine avec panache, ingéniosité et un humour irrésistible. Ce qui est plutôt le cas, ce qui est plutôt bien fait. On va suivre du coup Elizabeth et Jack, qui sont un couple qui ont un enfant. Un enfant d'ailleurs, c'est très drôle, qui est complètement accro au stream et aux vidéos YouTube. Et je trouve ça trop mignon, mais quand sa maman, elle va lui dire bonne nuit le soir avant de s'endormir, elle lui dit bonne nuit et n'oublie pas de t'abonner. Et lui, il lui répond et n'oublie pas de t'abonner. Et c'est leur façon de se dire bonne nuit. C'est tellement 2020. Mis à part ça, on les suit bon, dans leur histoire d'amour. Et ils sont tous les deux dans une espèce d'appart, ils se sont embourgeoisés, tous les deux ils dépensent des fortunes dans je sais plus, des compléments alimentaires ou des montres qui regardent leur état de santé, et en même temps elle a plus trop de désir pour lui, donc ça questionne tout ça. Sur le papier, j'aurais adoré, je l'ai lu avec plaisir, c'est quand même 800 pages,
mais je me suis un peu lassée, j'ai trouvé que la fin un peu prévisible, et surtout, je sais pas, ça m'a pas étonnée plus que ça, même si j'ai trouvé ça chouette. Donc je le conseille sans le conseiller, je peux le filer si jamais ça vous donne envie. Le deuxième livre sur les relations hétéro, c'est Les Perfections de Vincenzo Latronico, qui est un livre très bien écrit, mais moi en fait qui m'a fondamentalement déprimée. En gros, l'histoire, c'est tout le monde envie Anna et Tom, couple d'Italiens expatriés à Berlin. Ils ont un travail créatif sans trop de contraintes, un appartement lumineux, plein de plantes, une sexualité épanouie. Leur existence correspond en tout point à ce qu'ils avaient rêvé et aux images de réussite qui saturent les réseaux sociaux. Mais derrière les apparences, le malaise les gagne à mesure que la gentrification s'empare de la ville. La vie est rarement comme sur les images et Anna et Tom risquent fort de le comprendre tôt ou tard. Le but, c'est de faire un espèce de portrait un peu cruel de ce couple très superficiel qui a envie d'avoir un bel appart à Berlin, qui ressemble à Instagram et à Pinterest, mais en fait qui n'est pas heureux. Et en fait, ça m'a profondément déprimée parce que effectivement, Vincenzo Latronico va décrire ce couple, donc ses habitudes de consommation, ce qu'ils font le week-end. En fait, ils traînent entre expats dans des galeries en train de boire du vin nat, etc. Et ils vont dans d'autres villes d'Europe ou ailleurs en espérant retrouver la même esthétique et ce goût du local, etc. Bon, c'est une critique de la gentrification, certes. C'est bien écrit, mais en fait, c'est juste triste parce qu'on ne sait rien d'eux, on ne sait rien de ce qui les émeut vraiment profondément. Leur couple est très peu approfondi. On dirait juste des êtres froids et superficiels. Or, je pense que même les gens qui paraissent les plus superficiels ont beaucoup de choses qui se passent dans leur tête, dans leur corps. Et c'est le pari, effectivement, du livre, c'est de traiter ces deux personnages comme des vilains méchants qui sont en quête de quelque chose qu'ils ne trouvent jamais. La fin, d'ailleurs, est complètement saisissante. Attention, spoiler, arrêtez si vous voulez le lire. Mais en gros, ils vont jusqu'à la fin chercher un autre lieu que Berlin pour reconnaître cet état-là qu'ils ont eu au tout début de Berlin, où ils avaient l'impression que tout était possible avec leur train de vie et leur argent dans cette ville qui coûte si peu cher. Et au final, ils vont finir par retaper une bâtisse en Italie qui appartenait à la famille de l'un des deux, je sais plus. Donc en fait, c'est une critique de ces trentenaires, quarantenaires qui veulent gentrifier les quartiers et qui partent quand c'est trop gentrifié. Très intéressant. Mais encore une fois, ça m'amuse pas en fiction et ça m'a déprimée. Donc je le conseille pas. Mais par contre, ce qui est drôle, c'est que j'ai lu ces deux livres à 2 mois d'intervalle et que celui-ci qui s'appelle Anthropologie de Aysegul Savas parle exactement du même point de vue que Les Perfections parce que c'est là encore aussi un couple hétéro expatrié. Mais là, ça se fait dans une espèce d'intelligence et il y a beaucoup de choses qui sont dites. Pour vous raconter Anthropologie d'Aysegul Savas, qui est d'ailleurs publié aux éditions de l'Olivier. C'est un couple d'expats, donc Asia et Ravi, qui vivent dans une ville. On ne sait pas si c'est Berlin, Paris, Londres, Rome, mais en tout cas, ils vivent dans une espèce de quotidien très doux, très calme. Ils mangent des viennoiseries, ils vont rejoindre boire des bières avec leur meilleur ami Ravi, ils vont parler avec des gens de leur diaspora, ils cherchent à changer d'appart. En fait, il y a une écriture qui est très simple, mais c'est super belle et ça parle, je crois, de ce que font ces gens qui vivent dans un pays euh, où ils n'ont pas leur langue maternelle, où ils n'ont pas leur famille, où ils n'ont pas de religion. Et c'est très beau parce que ce couple-là d'expats crée à deux cette communauté, ou à trois plutôt avec leurs amis, cette communauté qui leur manque. Et c'est juste magnifique. Et je crois que, en fait, c'est vachement vendu comme une vie mode d'emploi originale, irrésistible, qui apparemment beaucoup de gens l'ont lu comme quelque chose qui exploite les petits riens, les petits plaisirs. En plus, le personnage principal, Asia, elle est documentariste et elle a l'idée d'aller filmer les gens dans un parc pour faire un docu dans un parc. Et et du coup, ça a beaucoup été dit sur ce livre que c'est une sorte d'anthropologie quoi, de ce couple. Mais au-delà de ça, ça c'est super bien fait, mais au-delà de ça, c'est surtout un des plus beaux romans d'amour que j'ai lu de ma vie. Et je m'attendais pas à le trouver dans ça, parce qu'en fait, c'est un amour entre Asia et, mais non, c'est pas Ravi. Je sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle Oh non, je suis triste, je sais plus comment il s'appelle. Emanu, pardon. Emanu, Asia Emanu, qui est paisible, qui est fait des mêmes désirs, de la même volonté d'avoir des choses simples autour d'eux.
et juste c'est un délice à lire. Voilà, j'ai pris vraiment un plaisir fou à le lire, j'étais avec eux tout le temps, j'ai trouvé l'écriture magnifique, avec un peu d'ironie, d'humour, et en même temps, tout est simple, elles se regardent pas écrire, et pourtant c'est super beau. Je me suis attachée à tous les personnages, à leurs amis, ils ont une meilleure amie, je me suis attachée à elles, je me suis attachée aussi à leur meilleure amie, je me suis attachée à leur couple. Enfin, ce livre, il m'a fait l'effet d'un câlin incroyable. Et voilà, je sais pas si on en a beaucoup parlé en France parce qu'on en a beaucoup parlé aux États-Unis, mais lisez-le, c'est trop trop bien, c'est tout doux. Et je rêve de relire des histoires de couples installés comme celui-ci parce que c'est rare. Bref, j'ai trop aimé et je vous le conseille trop. C'est une autrice turque, je ne l'ai pas dit, qui a écrit deux autres romans avant ça et qui écrit beaucoup pour le New Yorker. Et je vais vraiment suivre ce qu'elle fait parce que ce livre, il m'a enchantée. Voilà, c'était une vidéo un peu courte. J'espère venir avec une vidéo chouette à la rentrée. Et puis surtout, n'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, même s'il y a 4 personnes qui me regardent. Vos 4 commentaires me font trop plaisir. Donc n'hésitez pas à commenter. J'espère que vous avez lu des trucs chouettes. N'hésitez pas à mettre aussi des conseils dans les commentaires ou ailleurs en privé. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous.